Dans un livre que j'ai publié il y a 1 an et demi qui s'appelait Brève histoire de l'avenir, j'ai raconté la crise qui est en train de se passer en détail, exactement comme elle se passe. Seule erreur que j'ai faite, c'est que je pensais elle aurait lieu dans 2 ans et pas aussi vite. Donc ça veut dire que je ne suis pas le seul à l'avoir vue à l'époque et qu'elle était parfaitement évitable. Parfaitement évitable. Mais comment l'a-t-on vue sans pouvoir la prévenir? Alors qu'on a aux commandes les plus grandes élites financières et bancaires, on a des systèmes d'analyse absolument remarquables. Comment avoir su sans pouvoir prévenir? Parce que chacun voit midi à sa porte. Rares sont les gens qui sont en situation d'observer la globalité. Ce qui se trouve être mon cas, puisque je suis un distant de l'action publique générale. Mais il n'y a pas de gouvernement mondial, il n'y a pas de lieu dont l'intérêt est de prévenir la crise globale. Il n'y a que des acteurs dont l'intérêt est de prévenir les conséquences de la crise sur chacun d'eux, ce qui n'est pas du tout la même chose. La crise qu'on vit aujourd'hui, est-ce qu'elle est passagère ou est-ce que c'est durable? J'ai dit depuis plusieurs mois, et tout le monde dans le monde entier avait ri quand j'avais dit que c'était l'équivalent du krach de 29. Je crois que c'est toute proportion gardée, parce que les choses sont différentes, l'équivalent du krach de 29, au sens où c'est une situation où on a permis à des gens qui n'avaient pas les moyens d'emprunter pour faire gagner de l'argent aux riches. Il faut bien voir que ce sont des pauvres qui ont emprunté, et ce sont des riches qui ont gagné sur les emprunts que les pauvres ont faits. Les pauvres sont ruinés à la rue, et les riches ont trouvé des bénéfices gigantesques dans les banques. Donc là, il y a un scandale gigantesque qui s'est produit. Et tout naturellement, cette connivence de riches, les agences de notation, les banques, les institutions de crédit, a fait monter une fausse réalité. Donc maintenant, il faut retourner à la réalité. Ça veut dire qu'il faut mettre des règles très différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Il faut sortir de cette connivence entre les différents acteurs qui ont intérêt à la hausse artificielle des valeurs des actifs financiers et immobiliers et rendre sa réalité à l'économie réelle. Dites, il faut réguler, le monde ne peut pas être gouverné par la finance, mais réguler comment? Le monde, aujourd'hui, il est déjà un peu régulé. Malheureusement, c'est que les régulations qui ont été mises en place dans le domaine financier ne sont pas les bonnes. Sans rentrer dans les détails techniques, mais la régulation actuelle pousse les banques à obtenir l'accord d'agences de notation qui elles-mêmes sont en situation de dépendre de leurs clients qui ne les poussent pas à beaucoup de prudence. Donc il faut une régulation qui soit beaucoup plus sévère et qui ne soit pas simplement autoproclamée par les acteurs du système. Vous avez dit, vous persistez, on est en 29 ou à la veille de 29, mais c'était l'apocalypse. En 29, oui, vous aviez des billets qui valaient même pas la valeur de leur papier, des monnaies qui valaient... Est-ce qu'on en est là vraiment? Non, ce sera très différent. D'abord parce que, à la différence de 29, les gouvernements se parlent, s'entendent, que les principaux pays sont des démocraties cohérentes et que les ressources financières pour rassurer le système ne manque pas. Il faudrait vraiment qu'on joue très mal pour en arriver à ce genre de catastrophe. Les banques ne feront pas faillite, comme en 29. L'inflation galopante ne se déclenchera pas comme en 29. Le chômage massif n'aura pas lieu comme en 29. Mais il y aura véritablement, certainement, un très fort ralentissement de la croissance, qui est idiot parce que nous avions tous les moyens de l'éviter. Donc ici, qu'on le veuille ou non, en Europe, en France, en Suisse, on va payer les conséquences de l'écrasement de la croissance aux États-Unis. Ce n'est pas seulement l'écrasement de la croissance américaine. On va payer la folie des banques du monde, y compris des banques européennes, qui sont tout aussi acteurs. Y compris des banques suisses. Ça, je vous laisse le dire. Mais tout le monde en fait partie. Et on va peut-être se réveiller avec des banques en si grande difficulté qu'elles vont se voir en partie rachetées par d'autres. Ça ressemble un peu, toute proportion gardée, à cette histoire de la vache folle, où plus personne ne savait qui était une vache saine et une vache contaminée, parce que la traçabilité n'était pas possible. Et là, on a un gros problème de traçabilité des crédits. Personne ne sait qui doit quoi à qui. On a inventé des structures totalement fictives qu'on appelle sociétés de redressement crédit. On a accordé des crédits sur carte de crédit aux États-Unis. Vous savez, on dit je rembourse mon crédit sur l'American Express avec mon crédit sur la Visa. Donc c'est une sorte d'empilement de crédit. Tout ça se paie un jour. Naturellement, les pays qui ont beaucoup d'épargne vont l'emporter. On ne peut pas vivre durablement avec
la plus grande économie du monde dont le taux d'épargne est 0. Et avec la deuxième plus grande économie du monde, la Chine, dont le taux d'épargne est 50%. C'est-à-dire que les Américains épargnent rien et les Chinois épargnent la moitié de ce qu'ils gagnent. Il y a là un déséquilibre qui, évidemment, devait finir par exploser. La Chine n'a pas de pétrole, mais a presque 2000 milliards d'euros de réserves. C'est le problème de la cigale et la fourmi. Nous sommes, en Occident, des cigales, et l'Asie est une fourmi. Et la fourmi gagne toujours contre la cigale. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que l'économie américaine est encore la première du monde, compte tenu des fondements qu'elle a? De très loin, la première du monde. De très loin, la première du monde. De très loin, la plus puissante, qui dispose aussi des plus grandes réserves de croissance. C'est le seul pays occidental qui n'a pas de problème démographique, qui va passer à 400 millions d'habitants, qui maîtrise toutes les technologies d'avenir. Je pense qu'un prochain président qui réglerait les déficits, et c'est faisable, refera une santé à l'économie américaine. Le déclin américain aura lieu, mais le déclin relatif a commencé par la croissance des autres, mais le déclin absolu n'est pas pour tout de suite. Il aura lieu aussi, mais il n'est pas pour tout de suite. La capacité de rebond de la société américaine est considérable, au prix d'énormes sacrifices des plus pauvres en Amérique, qui sont impitoyablement les victimes de tout cela.